C'est bon. Bonjour tout le monde. On a laissé passer les 5 minutes réglementaires pour les retardataires, donc on va attaquer. Donc merci à tous et toutes d'être ici. On va vous parler d'ISO 31030 et des enjeux liés à la mobilité internationale. Alors je vais laisser mes excellentes collègues se présenter. Donc bonjour à tous. Donc je suis Kathleen Stillman, je fais partie de la société Axis Odyssée et nous accompagnons en fait les entreprises dans tous leurs projets de transformation liés au voyage et à la note de frais. Et voilà, le sujet de la sûreté est intimement lié à la partie déplacement parce que les personnes en mobilité, on doit pouvoir aussi les protéger et donc mettre en place les solutions, la bonne organisation pour pouvoir y parvenir. Et donc la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Baldeladam. Donc moi je dirige Géodesk. Géodesk, c'est un cabinet de courtage d'assurance un petit peu particulier puisqu'on ne fait que de l'international et que de la mobilité internationale. Donc le sujet assurantiel, comme vous allez le voir, il est un petit peu au cœur. Voilà, d'où la complémentarité entre nos différents métiers. Voilà, et moi je suis Guillaume Daudet, je suis Chief Technology Officer chez Risk & Co. On peut résumer en geek. Donc je pilote toute l'activité édition de logiciels, déploiement, maintenance. Voilà. Et donc nous, on est spécialisé dans l'accompagnement à l'étranger, notamment dans les zones à risque. Et notre outil de logiciel, alors, on ne veut pas faire de pub, mais on fait des solutions de tracking qui permettent d'outiller tout ça. Donc comme le soulignait Kathleen, ISO 31030 est un sujet extrêmement transverse. Et il n'existe pas un seul prestataire qui est capable de couvrir tous les aspects et tous les volets liés à cette problématique. Donc c'est la raison pourquoi on s'est mis tous les trois, pour vous donner un éclairage à chaque fois, travel, outils, techniques et assurantiels sur les problématiques. Alors on a prévu 2 temps dans cette présentation, quelques slides au début pour cerner le sujet, et ensuite on va faire des échanges questions-réponses. Donc si vous avez des questions, on les prendra, et si vous n'en avez pas, on en a préparé. Et j'en ai même rajouté non préparé, donc ça sera la surprise pour mes collègues. Sinon, c'est pas drôle. Alors, c'est moi qui vais attaquer. Je vais vous parler du devoir de protection. Devoir de protection, c'est une loi qui est dans le Code civil. C'est la même loi, en fait, qui fait que quand vous avez des maçons dans votre équipe, quand ils vont sur un chantier, ils doivent mettre un casque et des chaussures de sécurité. Mais quand vous voyagez, il y a l'équivalent du casque et des chaussures de sécurité que vous devez prendre en déplacement. On le détaillera un petit peu après. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le casque et les chaussures de sécurité du voyageur d'affaires? Une petite slide pour ouvrir. Donc, ce devoir de protection n'est pas uniquement présent dans le droit français. On le retrouve dans pas mal de pays. Alors, je me suis amusé à faire quelques recherches totalement non exhaustives. C'est un petit peu petit, hein. J'ai l'impression qu'on... Bon, du coup, si je raconte des bêtises, vous ne pouvez pas vérifier. Moi, je vois à peu près. Donc, au Royaume-Uni, vous avez une loi de 2007 qui permet de rendre coupable d'homicide une entreprise. Vous imaginez bien, si elle est en faute, elle peut être attaquée. Vous avez des législations équivalentes en Australie, en Suisse. En Pologne, c'est présent dans le Code du travail. En Allemagne, ils ont fait ce qu'ils appellent le devoir de protection étendu. Donc ça va au-delà de ce qui est dans le droit français. Il y a une loi fédérale aux États-Unis qui est le OSHA Act, et qui, en Californie, est renforcé encore un petit peu plus via le Code civil. Voilà, donc c'est juste pour donner une overview. Je vais passer le micro à Gaëlle qui va vous parler de la jurisprudence. Merci. Alors effectivement, en fait, pour étoffer la réglementation qui est dans le Code du travail et dans le Code de la sécurité sociale, la jurisprudence est venue apporter des compléments et également des renforcements sur les obligations de l'employeur vis-à-vis de la santé et de la sécurité des personnes qui voyagent au nom et pour son compte. Plus souvent des salariés, mais plus généralement aussi des personnes qui voyagent au nom et pour son compte. La première jurisprudence qui a vraiment été de grande ampleur et qui a vraiment été importante, c'est la jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence Karachi, qui est venue dire en fait en quelque sorte que l'employeur avait une obligation vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses employés, qui était une obligation de sécurité. Alors en fait, ça veut dire quoi ?
Il se trouve là dans cette jurisprudence qu'on avait affaire à une grande société au Pakistan, la DCN, qui faisait voyager ses employés dans le même bus tous les jours, aux mêmes horaires. Compte tenu du risque terroriste dans le pays, eh bien, malheureusement, ce qui devait arriver arriva, et les personnes de la DCN ont été victimes d'un attentat. Il y a eu des morts, des blessés, et les ayants droit en fait, des familles se sont retournés et ont porté plainte contre l'employeur en disant « mais en tant qu'employeur, vous ne pouviez pas ignorer qu'il y avait un risque et vous auriez dû prendre un certain nombre de mesures pour remédier ce risque et pour faire en sorte de protéger vos employés ». Ce qui est très intéressant également, c'est que la défense à l'époque de la société, c'était de dire, nous, on avait mis en place un cahier des procédures dans lequel on disait qu'effectivement, il ne fallait pas que les salariés voyagent tous les jours aux mêmes heures, suivent les mêmes trajets, etc. Et la jurisprudence est venue dire, certes, vous aviez mis ça en place, mais vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas vérifié que pratiquement et concrètement, c'était bien appliqué. Et vous n'avez pas vérifié que sur le terrain, il y avait les mesures que vous préconisiez en interne qui étaient mises en place. Ça, c'était clairement pas appliqué. Voilà, et c'était clairement pas appliqué. Et l'employeur a été vraiment très lourdement condamné. Donc ça, c'était, j'allais dire, la première brique dans le terrain jurisprudentiel. Les moyens. Deuxième élément important, c'est un élément qui va être un élément d'information. C'est-à-dire, vous devez informer et former les salariés qui travaillent au nom et pour votre compte. Et ça, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence JOLO. Alors là, c'est un petit peu parallèle, puisque sur cette jurisprudence, en fait, il s'agissait d'une agence de voyage qui avait vendu des voyages à des personnes qui étaient allées aux Philippines, à JOLO, et qui ont été enlevées. Et les personnes ont dit, mais c'est incroyable, en tant que professionnel, à aucun moment, vous nous avez avertis du risque qu'on courait. Donc là, c'est vraiment de l'information et de l'avertissement. Et effectivement, l'agence de voyage également a été lourdement condamnée. Donc les moyens, l'information, la formation, et jusqu'où s'étend en fait ce devoir de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés, elle s'étend assez loin, puisque à partir du moment où la personne part en déplacement, part en mission, à partir du moment où vous claquez la porte de chez vous et que vous partez en mission, vous êtes en fait sous la responsabilité de l'employeur, et ceci 24 heures sur 24. Et ça, c'est un autre élément important. Alors, je rencontre parfois des employeurs qui me disent « Bon, certes, il part en mission à l'autre bout du monde, mais moi, ce qu'il fait le soir et le week-end ne me regarde pas. » Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, malheureusement, parce que quand vous êtes en mission, vous êtes sous la responsabilité de votre employeur, et l'ensemble des mesures qui doivent être mises en place, elles doivent vous couvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça, c'est l'objet d'une autre jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence Abidjan, où là, il s'agissait, et c'est aussi intéressant, d'une salariée qui était partie, je crois que c'était le week-end, retirer de l'argent à un distributeur pendant que son mari l'attendait dans la voiture. Donc on était clairement en dehors des horaires de travail, et qui s'est fait agresser. Et là, la jurisprudence est venue dire, de la même manière, eh bien, elle était en mission, elle était sous la responsabilité de l'employeur. Circonstance aggravante également, la salariée avait averti son employeur de certaines menaces dans le pays. Et manifestement, les mesures n'avaient pas été mises en place. Et ce qui fait que là également, l'employeur a été condamné. Donc, moyens, information, formation. À partir de là, vous allez me dire, ça va être quand même très très compliqué en tant qu'employeur, parce que quel que soit le pays, et encore plus quand on envoie dans des pays un petit peu compliqués ou dans des environnements hostiles, jusqu'où on doit aller et jusqu'où va être tenue l'entreprise. Et il semblerait, au niveau de la jurisprudence, qu'il y ait à l'heure actuelle un certain infléchissement, ce qu'on appelle non plus une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcés. Et ça, c'est la jurisprudence Air France, la dernière, qui est venue mettre ça en place. Et même si, voilà, il y a encore un petit peu des débats en disant est-ce que vraiment c'est une jurisprudence d'espèce ou est-ce que ça crée un mouvement qui va aller sur cette jurisprudence renforcée. Néanmoins, ce qu'a changé, en fait, cet arrêt, c'est de dire, à partir du moment où l'employeur a mis en place des mesures, des outils, de l'information, de la formation, à partir du moment où il a
avertit ses salariés, on va considérer qu'il a fait le nécessaire. L'exemple, là, en quelques mots, c'était quand même intéressant, puisqu'il s'agissait d'une personne qui travaillait pour Air France, qui était rentrée en tant que stagiaire, et puis qui avait gravi les échelons, et qui, au moment du 11 septembre, a vu, en fait, ce qui se passait depuis la fenêtre de son hôtel. Après, quand il est revenu, il a été pris en charge par l'entreprise, soutien psychologique, mesures de suivi, etc. Et c'est 5 ans après, je crois, qu'il a déclaré des troubles et qu'il a été en arrêt de travail et qu'il a mis en cause son employeur en disant vous n'avez pas fait le nécessaire. Et là, ce qui était intéressant dans cette jurisprudence, c'est que la Cour est venue dire si l'employeur avait mis en place un certain nombre de mesures et en plus, on pouvait considérer que c'était un petit peu à côté, en fait, du traumatisme qu'il avait pu subir dans son temps de travail. Donc, l'employeur n'a pas été condamné. Donc, vous voyez, une jurisprudence qui est intéressante parce qu'elle renforce vraiment tout le devoir ou toute la charge, en fait, qui est mise à la disposition, enfin, sur les épaules, on va dire, de l'employeur. Voilà. Et là, vous devez commencer à nous voir venir. On parle d'obligation de moyens renforcés, de normes ISO. Là, je pense que la présentation commence à se dessiner. Kathleen, tu voulais nous ouvrir un petit peu sur le monde de l'entreprise ? Oui. Effectivement, parce que donc on a un cadre jurisprudentiel qui évolue beaucoup, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les comportements aussi des collaborateurs changent, parce qu'on va avoir aussi des collaborateurs qui vont avoir des comportements typiquement au niveau de la réservation, qui vont vouloir plus de souplesse. Donc à un moment donné, donc l'entreprise va devoir aussi s'adapter à ces différentes évolutions. Parce que c'est aussi un moyen d'attirer des talents, de les retenir, etc. Donc vous avez maintenant toute une typologie de personnes avec des attentes dans les entreprises qui évoluent beaucoup. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que le risque, c'est un sujet très très large et en fait, historiquement, on s'y attardait parce qu'on envoyait des gens dans des zones un petit peu compliquées, à risque, etc. Maintenant, on n'est plus du tout sur ces niveaux-là. Parce que le risque, c'est quelque chose qui est très très large, qui est polymorphe. On peut parler effectivement ça peut être des environnements très instables, ça peut être des pays effectivement un petit peu compliqués, mais ça peut être aussi au niveau sanitaire, au niveau géologique, etc. Donc quelque part, votre spectre, il est extrêmement large et vous, en tant qu'employeur, vous devez tous presque les prendre en considération pour atteindre en fait les niveaux d'attente qui sont demandés sur la couverture du collaborateur. Donc quelque part c'est très compliqué et au-delà de ça maintenant toute cette dans l'esprit de se dire il faut forcément s'attarder sur le sujet parce que j'envoie des gens dans des zones entre guillemets à risque. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas parce que peu importe où vous allez, potentiellement vous courez un risque. On l'a vu, il y a eu des attentats à Londres, il y a eu des événements aussi à Paris. Enfin, à un moment donné, vous ne pouvez plus juste vous dire que c'est important de s'attarder sur le sujet quand vous êtes dans des industries un petit peu spécifiques où vous envoyez des gens dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, etc. Maintenant, le risque, c'est partout et sur énormément de plans. Donc ça, c'est très très important à avoir en tête. Un autre sujet aussi qui est un petit peu compliqué dans les entreprises, c'est que le voyage, ça touche énormément de personnes et dans différents départements. C'est que quand vous creusez un petit peu, surtout sur le sujet de la sûreté, parfois, c'est pas très très clair sur qui est en charge de la chose. Parce que on pouvait très bien dire que y a un peu une partie RH, mais il peut y avoir aussi les départements sûreté quand ils existent. Ça peut être aussi le travel manager. Ça peut toucher la mobilité internationale. En fait, vous allez avoir beaucoup de départements qui sont impliqués. Et quand vous entrez dans les entreprises pour faire un audit et voir un petit peu qui en a la responsabilité et la charge, c'est pas très clair parce que certains vont se dire oui, moi je suis travel manager, mais bon, la partie sûreté, je la gère pas trop parce que il y a un département qui est plus lié à ça et la sûreté vous dira oui non mais moi je m'occupe de la sûreté des bâtiments, d'un certain nombre de choses, mais les voyageurs, c'est vrai que c'est une partie qui ne me concerne pas, sur laquelle j'ai pas forcément de compétences. Et donc c'est ça qui est très compliqué, c'est de savoir à un moment donné qui
en a la charge, qui va être responsable et qui va devoir faire le suivi, etc. Et ça, voilà, c'est pas toujours nécessairement évident. Et en tout cas, c'est des sujets sur lesquels les entreprises, de par justement aussi les différentes jurisprudences qu'on a vues, commencent à se dire, d'accord, moi je suis pas forcément dans un secteur à risque où j'envoie pas forcément mes collaborateurs dans des zones particulières, mais quand bien même, il faut que je m'attarde sur le sujet, il faut que je comprenne ce qui se passe dans mon entreprise pour pouvoir voir si je couvre l'intégralité des aspects qui sont notamment aussi liés à la partie réservation, ce sur quoi en général on a assez peu de visibilité. Et puis il y a une partie aussi qui est à avoir en tête, c'est que pour mettre en place des choses dans les entreprises, il faut aussi instaurer une sorte de culture du risque. Nativement, vous l'avez dans certaines entreprises, parce que forcément, de par leur cœur de métier, de par les endroits où elles envoient leurs collaborateurs, vous avez vraiment des choses qui sont en place sur de la formation, sur de l'information, typiquement aussi sur les assurances. Mais à un moment donné, si vous voulez aussi que les gens aient les bons comportements au-delà de l'information que vous allez leur pousser, ça ne s'acquiert pas forcément comme ça. Et à un moment donné, il faut qu'aussi vous leur apportiez de l'information, que vous instauriez de manière beaucoup plus générale une culture du risque. Et ça, c'est absolument pas du tout forcément le cas en fonction de votre cœur de métier et votre ADN en tant qu'entreprise. Donc, quelque part, tout ça, ce sont des choses qui sont très très complexes, des choses que vous voyez quand vous entrez faire des audits dans les entreprises. Et à un moment donné, il va falloir prendre tout ça un petit peu en considération pour justement aussi avoir la bonne organisation. C'est important aussi d'avoir une gouvernance qui tient la route. Voilà. Merci Kathleen. Donc, en transition, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail de la norme ISO. Vous êtes bien assis? Non, je rigole. Non, on va pas trop rentrer dans le détail, mais je vais vraiment vous donner un aperçu parce que c'est pas inintéressant. Donc, quelle est cette norme? Elle est assez récente, elle date de fin 21. C'est un référentiel complet et partagé. Alors, pardon pour le tautologisme, un référentiel partagé, mais je voulais insister un petit peu là-dessus. Partagé dans le sens entre les fournisseurs et les clients, les donneurs d'ordre. C'est extrêmement complet, elle a été très très bien faite. Et ça permet justement d'aborder ces sujets complexes que citait Kathleen. On ne sait pas par quel bout l'aborder, l'attraper. Et c'est vrai que la norme est un vrai guide qui nous permet de naviguer dans ces sujets qui sont pas toujours très simples. L'approche est extrêmement structurée, c'est très très bien fait. Et dans les annexes, vous avez pas mal de recommandations qui sont très opérationnelles et très concrètes qu'on peut mettre en œuvre. Et enfin, le dernier point à avoir en tête, c'est que c'est une norme qui n'est pas certifiante. Donc certains parlent de normes volontaires. Peut-être que ça viendra dans le temps, mais aujourd'hui, voilà, c'est une norme volontaire et non certifiante. Alors en tout petit, j'ai remis une petite citation. Un des objectifs est de promouvoir une culture où le risque lié au voyage est pris au sérieux, mobilise suffisamment de ressources et est géré de manière efficace. Voilà, ça fait partie des objectifs attendus de cette norme et ça va un tout petit peu plus au-delà de la culture du risque. Ouais, et d'ailleurs, pour la constitution de cette norme, il y a eu des groupes de travail qui ont été faits, incluant des entreprises. C'est vrai que ça a pris énormément d'années et de temps pour pouvoir vraiment couvrir les différents aspects. Oui, mais c'est vrai que le résultat en vaut la peine. Alors, un aperçu du programme global. Donc, quand vous attaquez le sujet, vous commencez par définir le domaine d'application. Quel est votre contexte d'entreprise? Typiquement, est-ce que vous vendez des tic-tac ou des armes? Voilà, le comportement ne va pas être le même. Quels sont vos objectifs par rapport au risque? Quelle est votre culture? Quelle est votre aversion ou non-aversion au risque? Et derrière, vous allez en décliner des politiques de mise en place de gestion du risque lié au voyage. Ensuite, vous avez tous les processus liés à la gestion du risque. Donc là, c'est très classique. On identifie les risques, on les analyse, on les évalue, et puis on les traite. Voilà, traiter le risque, c'est le fameux je réduis, je partage ou je traite. Non, il m'en manque un. C'est éviter, partager, réduire. Voilà, éviter. Et le partage, c'est la partie assurantielle. Au niveau du voyageur, vous avez encore 3 piliers. Est-ce que vous avez des moyens de communication en place, opérationnels, côté voyageur, côté personne, la blague étant, j'installe un super SI. 2 ans après, plus personne ne sait le faire fonctionner le jour où une crise arrive.
Les systèmes de tracking, dont là pour le coup c'est notre spécialité Risk & Co. Où sont vos voyageurs, quand et où, voilà, quel est le niveau de risque, etc. Et en cas de problème, toute une mise en place de gestion d'incidents, de la remontée jusqu'au traitement, et voilà, que vous pouvez faire en interne ou partiellement sous-traiter avec des sociétés spécialisées. Et à la fin, comme on est dans le ISO, il y a quand même toute la partie réflexive, donc d'amélioration continue. Comment j'améliore en permanence mon processus de gestion des risques. La traçabilité, parce qu'on a vu qu'il y a un risque pénal derrière. Un salarié peut vous attaquer. Vous avez un délai de prescription de 5 ans, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Et donc, vous devez être capable de tracer tout ce que vous faites dans le cadre des déplacements et de la protection de vos salariés. Et là, j'ai remis le tracking, puisque le tracking, c'est le module qui permet de collecter l'info pour la traçabilité et l'amélioration continue. Voilà, donc là, c'est la partie présentation générale. Donc, on va rentrer dans les questions. Donc, avant d'aborder les questions qu'on a supposées qui pouvaient vous intéresser, est-ce qu'il y en a que vous souhaitez vous adresser? Il y a un micro dans la salle. Ça viendra après. Ça viendra après. Du coup, première question. C'est pour toi, Kathleen. Ouais, c'est pour moi. À quel niveau dois-je intervenir? En fait, pour pouvoir être couvrant, donc voilà, vous avez identifié qu'il y a un sujet, il y a cette nouvelle norme qui vient d'arriver. Comment, en tant qu'entreprise, je peux intervenir sur le sujet? En fait, c'est intimement lié au déplacement. Et pour pouvoir être couvrant, il faut aussi avoir en tête le parcours du voyageur dans son intégralité pour pouvoir voir à quel niveau il faut intervenir. Et en fait, vous allez avoir 3 grands niveaux assez logiques qui va être l'avant, le pendant et l'après. Et en fait, à chaque grande étape, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de leviers à actionner qui vont vous permettre d'être très très couvrant et à tous les niveaux. Si on prend l'avant-déplacement, typiquement, vous allez regarder effectivement ce qui est un petit peu la base, ce qui va être les politiques, parce qu'à un moment donné, si vous voulez mettre en place des choses dans votre entreprise et qu'elles soient appliquées, il faut qu'il y ait quelque chose de structuré. Et ça passe nécessairement par une politique, soit une politique voyage ou une politique sûreté, si elle est englobée dans quelque chose de plus majeur sur la sûreté. Il va falloir regarder tous les processus de réservation. Parce qu'évidemment, si vous voulez suivre les personnes, il faut qu'à un moment donné, il y ait des canaux dédiés que vous avez mis en place qui sont uniques et très centralisés pour pouvoir permettre de capter l'information. Parce que sinon, si vous laissez tous les collaborateurs réservés sur n'importe quel canal, à ce moment-là, la traçabilité elle va être très compliquée, voire impossible. Un autre aspect aussi, ça va être l'approbation. Parce que vous allez avoir des collaborateurs qui vont se déplacer, mais à un moment donné, ce ne sont pas non plus des experts de la sûreté. Ils ne vont pas forcément savoir se positionner par rapport à des situations complexes, ou en tout cas sur le sujet. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des experts qui puissent donner une décision à un temps donné par rapport à leurs demandes. Donc ça, c'est aussi par le biais de canaux centralisés et on va dire de l'automatisation quand c'est possible par des outils. On peut regarder aussi la partie fournisseur, évidemment, c'est-à-dire que quand vous allez vous déplacer, potentiellement, il va falloir regarder le contenu que vous allez proposer aux collaborateurs. Ça peut être des compagnies qui peuvent être blacklistées si en termes de sûreté, elles n'ont pas toutes les conditions qui sont réunies. Ça peut être la partie sanitaire aussi, parce qu'on l'a vu sur la crise Covid. Certains ont mis en place des choses très complètes, très, très structurées, d'autres non. Et à un moment donné, il faut aller aussi regarder ces aspects-là. Ça peut être les hôtels. Typiquement, les hôtels, vous allez aller dans des coins très reculés ou un peu dangereux. Vous ne pouvez pas forcément tout proposer l'intégralité des hôtels disponibles sans avoir, vous, à prime abord, regarder si elles remplissent les principales attentes en termes de sécurité. Les modifications, les annulations. Ça, c'est majoritairement quelque chose qui est assez survolé. Et en fait, c'est absolument primordial parce que c'est quelque chose qui est assez mal capté par notamment les outils de réservation. Et ça a des impacts très, très forts sur la partie sûreté.
vous modifiez votre déplacement, vous passez par une zone à risque, l'entreprise ne le capte pas forcément. Vous changez vos dates, il faut aussi que ça puisse être récupéré par l'employeur. Et en fait, ça, malheureusement, c'est en connaissant bien la structure d'un déplacement que vous pouvez justement capter l'information ou aller regarder comment ça se passe. Et puis, évidemment, on va avoir aussi le sujet assurance qui est un gros pot. Et qui, juste pour illustrer en fait ce que vient de dire Kathleen, est important parce qu'imaginez que, comme elle le disait, vous avez une modification de votre déplacement, vous passez sur une zone à risque. Il est possible qu'en fait les assurances que vous avez souscrites ne couvrent pas cette zone, tout simplement. Donc, au-delà de ça, au-delà de l'annulation-réservation, en ce qui concerne la responsabilité de l'employeur, là, c'est fondamental. Oui, et puis même, il va y avoir... Alors, on le reverra aussi un peu par la suite, toute la partie information. Vous, en tant qu'entreprise, vous devez aussi informer vos collaborateurs par rapport au bon comportement à avoir, par rapport à certaines choses qui sont intrinsèquement liées à la culture du pays, qui sont hyper importantes pour justement aussi garantir leur propre sécurité ou savoir comment réagir. Oui, Voilà. c'est ça, tu as toute Dans la ce genre de partie cas. information froide, donc en amont, les attendus, et puis après l'information chaude. Pendant ton déplacement, C'est qu'est-ce ça. qui se passe, voire même quelques jours avant. Exactement. Parce que tu peux avoir des événements qui même remettent en cause l'opportunité du déplacement. Et puis même, alors si on repart sur le volet assurance, il va y avoir aussi que le collaborateur soit informé, voilà, par rapport à qu'est-ce qui est couvert, et puis savoir qui contacter si besoin en est. Oui, ça c'est effectivement le b.a.-ba, mais on s'aperçoit, et ça rejoint ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, qu'on peut parfois avoir des outils qui sont mis en place, mais s'ils ne sont pas mis en place de manière pédagogique, avec une vraie politique voyage, ces outils peuvent finalement ne pas servir. Et votre collaborateur, il peut se retrouver à l'autre bout du monde, il est malade, il n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très très grave, hein, et il est complètement démuni parce que tout simplement, il ne sait pas qui appeler et qui contacter. Voilà. Et en ces cas-là, en général, il contacte la DAF. Le ou la DAF, et ça devient très compliqué. C'est ça, et puis alors, ça c'est quand il a les contacts, parce que parfois il les a pas toujours. Donc à un moment donné, cette partie information, elle est très clé. Et ce qui est très problématique dans les entreprises, c'est que c'est très chronophage de mettre tout ça à jour à chaque fois. Les situations, elles changent d'un jour à l'autre. Et à un moment donné, il faut être extrêmement alerte et avoir des ressources disponibles pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours garanti. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle c'est des sujets qui sont externalisés avec des gens près d'experts notamment, qui ont les bonnes ressources, l'expertise et qui peuvent réagir en cas de besoin. Et la techno, exactement. Donc ça, on a couvert l'avant-déplacement qui est quand même une très très grosse brique. Et donc c'est toute la brique un petit peu de proactivité à un moment donné. Mais vous pouvez, en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas omniprésent et forcément, il y a peut-être des choses qui vont se passer que vous n'avez pas forcément pu anticiper. Quand bien même, eh bien, vous pouvez mettre en place un certain nombre de choses qui justement vont permettre de pouvoir être hyper réactif. Donc au-delà par exemple de juste essayer d'appeler votre collaborateur si jamais il y a un problème, c'est aussi avoir mis en place tout des mesures justement pour si jamais il arrive un problème, informer, communiquer, savoir où sont les personnes. Et il y a vraiment un plan en fait en cas de crise, un plan de crise que vous avez mis en place, que vous avez testé aussi idéalement, qui peut permettre justement d'être hyper réactif parce que le temps est absolument clé dans ce genre de cas. Vous avez des technologies qui vous permettent d'instantanément de savoir où sont les personnes, de leur envoyer automatiquement des informations. Est-ce que ça va? Oui, non. Et puis leur donner des consignes parce que il faut en tant que collaborateur, au-delà de savoir si je vais bien, je veux savoir qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les consignes de mon entreprise. Donc là, on était sur l'avant-déplacement. Peut-être on revient sur le pendant. Voilà. Voilà, le pendant. Au-delà de ça, donc évidemment, vous avez, on l'a sauté, mais on pourra revenir dessus. Ouais, on peut rester sur celle-là, puis on verra voilà. Donc, on a parlé effectivement de pouvoir réagir en cas de force majeure. Vous allez avoir aussi, typiquement, la partie assurance, donc, qui a normalement été aussi couvert en amont. C'est-à-dire que si vous avez bien les bons contrats et les bonnes informations qui sont communiquées, à ce moment-là, en tant que collaborateur, il arrive quelque chose,
il sait quoi faire. Oui, normalement, et d'autant que maintenant, les assurances sont couplées avec tout un tas d'outils sur les smartphones, de suivi, de géolocalisation, etc. Et ça permet d'avoir la bonne information à portée de main et d'être réactif et d'être extrêmement rapide. Exactement. Et puis, on en parlait tout à l'heure aussi, la partie modification et annulation. À un moment donné, le voyage, c'est quelque chose qui évolue au cours du temps et vous pouvez faire des modifications jusque quelque part la date de retour. Donc pareil, tous ces changements qu'il va y avoir, il peut y avoir des annulations aussi de la part de la compagnie, etc., donc de manière unilatérale. Tout ça, il faut pouvoir le capter pour justement adapter les bons comportements et savoir exactement où les collaborateurs sont et à quel moment. Et il y a un pan, par exemple, qui est aussi assez survolé, mais qui est quand même primordial, parce qu'on estime qu'on a rempli son devoir à partir du moment où la personne elle est revenue chez elle, sur site. Alors que ce serait hyper intéressant et important de capitaliser sur son expérience, parce que typiquement, ce sont ces personnes-là qui peuvent vous faire des retours, vous apporter des conseils. Tel hôtel ne remplissait pas un minimum de conditions, donc potentiellement à retirer du programme hôtel si vous aviez des contrats négociés avec eux. Ça peut être aussi des informations assez clés sur la destination, comment il l'a vécu. Et à un moment, ça permet de s'engager dans de l'amélioration continue au sein de l'entreprise. Ouais, alors notamment le programme hôtel, alors ça c'est la tarte à la crème. Ouais. Quand on vient du travel, on a souvent des programmes hôteliers dont votre entreprise va vous conseiller d'aller dans tel ou tel hôtel. Et la plupart des critères sont les conditions d'annulation et le prix. Donc en fait, le risque, il est double. Si vous ne faites pas l'audit de sécurité, votre salarié est dans un hôtel conseillé par vous et il a eu un problème sur cet hôtel. Donc là, c'est la double peine. Effectivement. Donc, et ça, il faut connaître. C'est aussi grâce au retour voyageur qu'on peut un peu adapter ses comportements et puis c'est revoir éventuellement le panel de fournisseurs si besoin. Donc ça, c'est vraiment notre structure du déplacement et vous avez des leviers à chaque fois à actionner pour chacune de ces 3 étapes. Et c'est ce qui permettra à l'entreprise d'être vraiment très très couvrante et d'aller jusqu'au bout en fait dans son devoir de protection. Donc, on a déjà vu, je pense qu'on peut passer sur les prochaines, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que vous avez donc la partie politique, ça c'est le b.a.-ba. C'est à un moment donné, vous ne pouvez pas mettre des choses en place en entreprise sans que ce soit cadré. Donc il faut qu'elles soient disponibles, il faut qu'elles soient communiquées, parce que alors ça et c'est pas si rare que ça. Parfois, vous avez l'impression que vos collaborateurs, ils la connaissent bien, ils savent où trouver les informations. Et quand vous les questionnez, non, moi, la politique, ouais, je sais qu'il y en a une, mais je sais pas trop où elle est. Je pense que je devrais me débrouiller. Et en fait, au-delà d'avoir fait des choses, il faut les communiquer sur les bons canaux. Il faut qu'elles soient accessibles, ne serait-ce que aussi accessibles en mobilité, parce que vous avez un doute par rapport à un certain aspect durant votre déplacement, vous ne pouvez pas forcément toujours accéder à l'intranet ou aux autres endroits où sont stockées les informations. Donc typiquement, il faut aussi pouvoir y accéder assez facilement. La partie réservation, elle est très très clé aussi parce que c'est en centralisant que vous permettez aussi de mettre les bonnes choses en place pour pouvoir capter les informations. Et puis l'information, on l'a vu, elle est absolument primordiale. Et au-delà de l'information, on peut voir des fiches pays, mais c'est aussi des formations aux collaborateurs, notamment dans le cadre où il faut aller au-delà. Là, on va vraiment dans des zones très très risquées et il faut quelque chose de très 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 structuré et presque pratique pour pouvoir être très 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 couvrant et s'assurer que les personnes auront les bons réflexes. Et puis la partie techno, évidemment, elle est juste clé dans ce genre de cas. C'est ça qui permet d'outiller tout ça, puisqu'après c'est bien de le décrire, mais pour le mettre en œuvre, en tout cas moi je ne sais pas faire autrement qu'avec la techno. Voilà, effectivement. Et puis, puis en fait, ça demande beaucoup de temps et de ressources au niveau de l'entreprise, et il faut trouver tous les leviers d'automatisation pour pouvoir se focaliser justement sur ce qui ne peut pas être délégué à la technologie. Exactement. Et puis même, alors, si on regarde la partie assurance, en
en tant qu'entreprise, souvent on a l'impression qu'on est très très couvrant, alors que quand on va regarder un petit peu dans les détails, c'est pas nécessairement le cas. Ça mérite effectivement d'être examiné parce que souvent on a toujours l'impression soit qu'on est déjà très bien couvert, soit que tout est fait par ailleurs, mais personne ne se penche sur le sujet parce que ça barbe un peu tout le monde. Et pour autant, Sauf toi. Ouais, sauf moi bien sûr. Et pour autant, c'est un sujet qui est indispensable parce que vous le voyez en fait dans tout ce qui a été dit. Finalement, l'assurance, elle est toujours derrière et elle est toujours transverse. En fait, quand on parle d'assurance, on parle de quoi en mobilité? On parle du fait de pouvoir prendre en charge des frais médicaux, une hospitalisation, un rapatriement, etc. Alors, ça vous paraît un petit peu abstrait comme ça, mais on a vu ces derniers mois des exemples extrêmement concrets. Je pense au Covid, au moment où le Covid a été déclaré, fermeture des frontières. Vous avez tout un tas de salariés qui étaient en mobilité et qui se sont retrouvés à différents endroits du monde. Et tout à coup, tout le monde s'est dit, mais qui fait quoi? Qui prend en charge? Est-ce que l'assurance, elle va me ramener? Oui, mais qui s'en était préoccupé avant? Et un exemple certain, moi j'assure énormément d'ONG ou de sociétés de sécurité qui vont dans des zones à risque. Et avant le Covid, quand on disait regardez là votre contrat, vous avez une prise en charge en cas de pandémie, etc. La plupart des entreprises me disaient pandémie, moi je suis pas une ONG, je vais pas dans des zones Ebola, donc ça m'intéresse pas. Et avec le Covid, maintenant c'est tout l'inverse. À chaque fois qu'on rencontre une entreprise, une des premières questions qu'ils posent, c'est et la pandémie, est-ce qu'elle est bien couverte? Donc vous voyez, c'est vraiment clé. Et ça, de manière très pratico-pratique, ça vous permet de dire, une fois que votre politique elle est mise en place, que tout le monde a l'information, c'est où chercher l'information, etc. Ok, j'ai mon engin préféré là, et je vais appuyer sur un bouton, et tout de suite, je vais savoir qui je dois contacter, comment faire, etc. Et c'est juste pour rebondir également sur un élément qui est quand même hyper important en tant qu'entreprise, c'est à vous, en tant qu'employeur, de mettre l'information à disposition de vos salariés. C'est une nuance, mais elle a toute son importance. C'est pas à votre salarié, quand il est sur place ou avant de partir, d'aller lui-même chercher les informations. Donc, simplement dire, par exemple, enregistrez-vous sur Ariane, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Voilà. Il y a aussi la problématique de langue. Exact. Mettre l'info à disposition, mais dans la langue aussi. Voilà, il y a certaines juridictions, notamment en Italie. Si vous ne communiquez pas en italien, c'est comme si vous n'aviez pas communiqué. Mais ce qui est le cas en France, d'ailleurs. Sur oui, alors, en France, j'ai pas cité parce qu'on est les spécialistes on ne parle que français. C'est le cas aussi. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas. Bon. Alors, moi, j'ai une question. On a prévu d'autres. J'ai une question pour toi, Gaëlle. Tout à l'heure, on a parlé à demi-mot du bléger. Donc, le bléger, c'est quand vous restez un peu plus longtemps sur votre lieu de mission pour faire ce que vous le souhaitez. Donc, est-ce que tu peux nous parler des assurances autour du bléger? Ouais. Alors peut-être la première différence, mais elle mérite quand même d'être dite. Vous pouvez aller sur Internet et trouver tout un tas d'assurances pour vos loisirs en tant que touriste, etc. Quand vous êtes une entreprise, il y a quand même certaines précautions à prendre. J'espère que vous l'avez bien compris au travers de ce qu'on a dit. Et notamment, vous avez des assurances qui sont spécialisées pour le B2B et l'entreprise. L'intérêt de ces assurances, c'est qu'il y a un certain nombre de situations qui vont être prises en charge et prises en compte, la pandémie, catastrophe naturelle, le terrorisme, etc. Et on va aussi prendre en compte un certain nombre de situations très pratiques, qui est que souvent mon collaborateur, quand il va en mission, et surtout dans certains pays qui peuvent être extrêmement agréables, il peut avoir envie de rester sur place plus longtemps. Et là, il peut se trouver dans une zone grise, c'est-à-dire je l'ai effectivement envoyé en mission sur un salon, par exemple, imaginons le même qu'ici à l'autre bout du monde, fin de semaine, et puis il reste le week-end, et le lundi, il va rentrer que le mardi. Et là, ça veut dire qu'il va prolonger son déplacement professionnel sur un temps personnel. Alors, effectivement, en tant qu'entreprise, vous pourriez dire, après tout, moi... je ne suis pas responsable le week-end, mais on s'aperçoit qu'en fait, ça devient extrêmement compliqué quand il y a des réclamations de séquencer aussi finement. Et souvent, en fait, maintenant, la plupart des assurances corporate étendent en fait, le bénéfice de l'assurance mission sur une période, le plus souvent, c'est 8 à 15 jours. Voilà, c'est ce qu'on appelle le bléger, effectivement, qui permet de continuer à bénéficier des couvertures et donc de l'ensemble des services, formation, etc., pendant un temps qui est un temps plus personnel. Okay. Alors, vous nous arrêtez si vous avez des questions. Je vais arrêter de vous demander à chaque fois. Alors là, c'est la surprise pour mes collègues. J'ai lu un article il y a 2 jours qui m'a beaucoup fait rire.
on va attendre l'annonce. C'est sur le télétravail à l'étranger. Donc j'ai même prévu une slide, je l'ai mise quelque part. Voilà. Donc ça, c'est l'article qui est paru dans la presse professionnelle du voyage d'affaires. Donc déjà, photo d'origine, hein. Article sur le télétravail à l'étranger. Et donc les entreprises étaient interviewées sur est-ce que vous l'autorisez, oui, non, à quelles conditions. Et l'article m'a beaucoup fait rire parce que j'ai repris, alors c'est un petit peu petit, donc on va attendre la fin du... Vous entendez ou pas? On entend? Ok, bon, on continue alors. Donc 35% des entreprises sont OK pour le télétravail à l'étranger, mais alors là où elles ont peur, et attention les peurs, donc 25% redoutent une perte de productivité à cause du Wi-Fi de mauvaise qualité, et 17% redoutent un manque de contrôle et d'accompagnement et un trop fort décalage horaire. Et c'était tout dans l'article. Donc je voulais vous faire réagir là-dessus à chaud sur voilà, qu'est-ce que ça vous évoque Ouais. Alors bon, beaucoup de choses. D'abord, les obligations, elles restent les mêmes. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une contrainte supplémentaire si on autorise le télétravail à l'étranger, puisque les obligations en tant qu'employeur restent les mêmes. Donc santé, sécurité, etc. Alors, au niveau assurantiel, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça fait écho à un certain nombre de tendances qu'on voit. Et nous, on a été par exemple approchés par une société qui s'est spécialisée dans le fait de vendre la possibilité aux entreprises que ces employés partent télétravailler à l'étranger. Vous voyez, c'est une start-up en fait qui s'est créée il y a 2 ans et qui s'est spécialisée là-dedans. C'est peut-être eux qui ont publié l'article. C'est peut-être eux qui ont publié l'article, effectivement, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au niveau assurantiel, alors là, pour le coup, c'est un vrai casse-tête. Parce que, évidemment, vous vous en doutez, au niveau assurantiel, les contraintes et les problématiques ne sont pas les mêmes selon les pays. Votre employeur, il met à votre disposition une mutuelle, par exemple, et une prévoyance. Eh ben, cette mutuelle, si vous allez télétravailler au Canada, les frais de santé aux États-Unis ne sont pas les mêmes, ou au Japon, ou au Cameroun, ou en Asie. Donc, il y a des vraies problématiques qui sont beaucoup plus complexes que d'avoir peur de 25% de productivité. 3 heures de décalage horaire, pas Voilà, plus. Hein, voilà, c'était là. Après, moi, ce que je trouve intéressant avec cet article, c'est que du coup, il y a des aspects vraiment primordiaux qui ont été complètement survolés. Parce que, effectivement, alors, moi, je vais vous donner un cas personnel, c'est des questions qu'on s'est foncièrement posées, parce qu'on a des gens en mobilité au sein du cabinet. Et en fait, la mobilité, c'est un sujet qui est beaucoup plus général, parce que vous pouvez être en télétravail en France, mais n'étant pas dans votre domicile. Vous pouvez être à votre domicile, mais loin du siège, etc. Donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est recenser tous les cas et voir jusqu'à quel niveau vous êtes couvrant. Mais en fait, la thématique, là, sur en tout cas cet article-là, a été abordée de manière très, très superficielle en se disant déjà, est-ce que sur le concept, est-ce qu'on est pour ou pas, parce que forcément ça pose des problèmes logistiques, mais à un moment donné il y a des questions beaucoup plus générales sur c'est ça, la santé, la sûreté, les assurances, etc., la couverture qui ne ressortent pas et qui sont à un moment absolument primordial, parce que là on va avoir des comportements très différents, hein, nécessairement. Et des zones, enfin moi ça m'a fait rigoler, mais ça m'a fait hurler assez rapidement. Si on parle juste de sécurité, donc il faut savoir qu'à peu près tous les ans, il y a des gens qui meurent dans des logements Airbnb pour diverses raisons, intoxication au CO2, ou alors il y a eu un cas aux États-Unis où la personne se balançait, puis la branche d'arbre est tombée, et puis il est mort. Donc où vont télétravailler ces personnes? La sécurité du système d'information, là j'ai mon excellent collègue qui est ici du département cyber qui doit hurler aussi. Qu'est-ce qu'on a comme Wi-Fi? Est-ce qu'on a du VPN? Tous les risques d'approche, d'ingénierie sociale. Enfin, voilà, c'est. Oui, parce que dans la sécurité, il y a la sécurité des personnes, mais il y a la sécurité des données et des données de l'entreprise. Et après, toutes les répercussions que ça peut avoir vis-à-vis des tiers, les clients, les fournisseurs, sur la perte des données, etc. Et puis le vol physique de matériel. Enfin, c'est voilà. Pas de questions? Vous en voulez encore? Bon, tant que la dame ne nous dit pas d'arrêter, on continue. Alors on peut peut-être vous parler aussi de l'apport de la norme sur les entreprises. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter? Alors on a avec 2 volets, un côté peut-être donneur d'ordre, et puis regarder le côté fournisseur après. Complètement. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, cette norme,
elle a un certain nombre d'avantages, c'est qu'à un moment donné, elle va cadrer les choses. Et c'est très compliqué de voir si on est couvrant sans forcément lancer un projet. Parce que aller regarder, mener des ateliers pour voir justement est-ce qu'on est couvrant sur la partie assurance, est-ce qu'on est couvrant sur la partie réservation, comment ça se passe, les processus, etc. Il faut vraiment le mener comme un projet. Donc à un moment donné, avoir aussi un sponsor qui met des ressources à disposition pour pouvoir mener des ateliers, etc., etc. Donc l'avantage de cette norme, c'est qu'à un moment donné, elle va donner quelques directions vers lesquelles aller pour justement tenter d'être le plus couvrant possible. Donc ça reste... en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas une solution unique pour toutes les entreprises. Ça va toujours devoir être adapté au contexte, à votre culture. C'est la culture du risque et la version. Exactement. L'activité. Donc, c'est vrai que ça a été un travail qui a été assez colossal aussi d'aboutir à cette norme, parce qu'il faut qu'elle soit suffisamment générale pour couvrir la généralité, les cas, etc. Mais par contre, ça ne permettra pas à toutes les entreprises de tout couvrir, et il faut la prendre aussi avec beaucoup de recul. Mais ça donne aussi, au-delà de ça, de la visibilité par rapport à la sûreté du voyageur, du déplacement professionnel, parce que malheureusement, c'est souvent oublié. On s'attarde sur la sûreté des données, sur la sûreté des bâtiments, etc. Mais les personnes qui se déplacent, c'est pas nécessairement le cas, ou ça l'est de manière complètement partielle. Donc c'est vraiment un guide pour les entreprises, pour leur permettre de savoir où regarder et de sensibiliser aussi le top management par rapport à cette problématique, pour pouvoir aussi allouer des ressources, des budgets pour s'équiper, pour pour l'information, etc., etc. J'allais dire, ça rend aussi les choses très concrètes, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à avant cette norme, on avait le code du travail, le code de la sécurité sociale, on avait de la jurisprudence, mais ça pouvait rester pour certaines entreprises assez abstrait. Le fait d'avoir une norme où tout est bien posé comme ça donne un référentiel, ça donne un guide pratique, ça donne aussi des orientations, des points d'attention en fait qu'il faut regarder: sécurité des données, sécurité des personnes. On n'a pas parlé, mais il y a aussi les risques spéciaux, par exemple dans des zones à risque, de prendre en compte les risques d'enlèvement, de détention arbitraire, etc. Voilà. Donc je pense que ça permet d'apporter du concret. Et de plus seulement rester dans des choses plus abstraites. Ouais. Et si je peux me permettre aussi, un autre aspect, bon, on en a parlé, hein. Cette norme, elle n'est pas certifiante, donc à un moment donné, personne ne vous auditera sur le sujet, vous n'aurez pas d'amende si jamais vous ne remplissez pas toutes les cases, mais c'est aussi un moyen de montrer aux potentiels candidats, donc soit retenir les talents, soit les attirer, en disant que concrètement, c'est quelque chose que vous avez regardé, sur lequel vous avez travaillé. Il y a des choses en place, et c'est un domaine, ça apporte beaucoup, beaucoup de sécurité, ce sentiment de sécurité aux collaborateurs qui est assez clé pour se sentir bien dans une entreprise, mais aussi attirer des talents, surtout quand vous êtes dans un secteur qui est à flux tendu, et vous avez besoin d'avoir ce genre d'argument aussi pour attirer ces personnes-là. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, ça serait intéressant de voir l'évolution de la jurisprudence, puisque maintenant que la norme existe, on peut, ce moyen d'obligation l'obligation de moyens renforcés, en fait elle est décrite, donc elle est dans la norme, donc on ne peut pas comme ça dire oui mais non, enfin, donc c'est structuré. Moi je serais, alors j'ai pas envie qu'il se passe des choses terribles et qu'il y ait des juges qui a statué dessus, mais en tout cas je serais intéressé de voir comment ça va faire évoluer la jurisprudence et la position des juges par rapport à ça. Et pour donner le point de vue fournisseur, donc par rapport à cette norme, nous, on trouve ça génial, parce que ça permet de structurer notre approche, de parler avec des clients, et puis c'est un peu un entre-deux, une sorte de méta-cahier des charges qui nous permet d'échanger. Donc on est vraiment ravis de son arrivée. Oui, puis au-delà de ça, ça permet d'éduquer aussi un petit peu les gens par rapport, ou les sensibiliser par rapport au sujet. Et à un moment donné, quand en tant que fournisseur, on va arriver avec des solutions, au moins on n'a pas ce travail un peu d'éducation et de pédagogie qui est parfois nécessaire pour justifier telle ou telle action. Gaëlle, est-ce que tu veux le mot de la fin ? Oui, alors on peut le dire, mais je crois que l'idée qui est importante et intéressante aussi, c'est de dire attention, c'est pas parce qu'il y a des risques qu'il faut pas y aller. Au contraire,
s'il y a des risques, étudiez-les, cartographiez-les, faites en sorte de mettre en place les bonnes solutions et ça vous permettra d'y aller de manière parfaitement sereine et dans des bonnes conditions. Donc je pense que ça, c'est vraiment la clé. Ouais, c'est hyper important. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Guillaume. vous tous. Merci Guillaume. Merci. Merci à tous.